Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 13-013 le live, votre émission football, stylisme, débat, gastronomie. On parle, c'est la seule émission foot du système, du réseau qui parle foot. Allez, à 10% du temps, et le reste c'est les vannes, c'est les vêtements, c'est bon, vous allez voir, c'est toujours de la bonne ambiance ici sur le plateau de 13-013. En tout cas, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la radio United 97.6 la fréquence aux alentours de Marseille, à Marseille même, et en direct sur Twitch, le Twitch de 13-013. Merci beaucoup de nous suivre et n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir dans l'émission à ce numéro qui va s'afficher, 04 91 67 10 48. Voilà, pour intervenir, vous pouvez aller dans le sens des chroniqueurs ou non, dans les débats, n'hésitez pas à nous appeler sur ce numéro. Alors cette émission va se dérouler en 4 parties comme d'habitude. Première partie, le gros débat, on va évoquer le 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi. Est-ce que l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi doit laisser ce système jusqu'à la fin de la saison? C'est le thème de la première partie. La partie numéro 2, l'instant vérité, un chroniqueur nous exposera son avis sur les jeunes à l'Olympique de Marseille. Et il est content de voir les minots grappiller de plus en plus de minutes dans l'effectif olympien. Partie numéro 3, l'interview de l'invité qu'on va vous montrer dans quelques secondes. Et la partie numéro 4, on évoquera la Ligue des Champions. Est-ce que l'OM doit faire un trait sur la Ligue des Champions pour le championnat, pour la Ligue 1? Oui, on va se poser la question. Ça sourit déjà autour de moi et se disent ils sont fous. Ça y est, ils ont perdu la tête. Et on terminera justement par une chronique, je vous en parlerai dans quelques secondes. Les chroniqueurs autour de moi dans cette émission, on va commencer par Belmel Karbadji. Beka, comment tu vas, Beka? Ça va impeccable, Nordine, toi? Beka, un plaisir de te retrouver aujourd'hui. On était à la Coupe de Zerbi, t'avais souvent les pics. Là maintenant c'est plat, c'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé le casque. Parce que quand on met le casque, c'est pas compatible avec le gel. Et là vous pouvez pas le voir à l'antenne, mais Beka, on prendra une photo de lui. Il est venu habillé Jason Statham dans Transporteur 1, magnifique, tout de noir vêtu. Il a mis les chaussures pointues et s'arrête plus les chaussures. T'as vu ça, il est mal. Il a mis le pantalon de RTM, il parle avec le placement les de produits. Les pointus et marcheraient invités enfin. On va présenter l'invité dans quelques instants justement. On va continuer le tour de table avec Idriss Hamada. Justement Idriss, la chronique du jour. Bonjour Nordine, bonjour à toutes et à tous. C'est la chronique du jour qui va donc porter sur la Mars Cup qui fête ses 5 ans avec un événement qui aura lieu en grande pompe ce samedi au Palais des Sports. On va vous présenter ça en détail. La Mars Cup qui nous aide beaucoup dans l'émission, on est avec eux. La Mars Cup, on le dit Idriss, on commente les matchs pour la Mars Cup. Thier, il y a Beka, il y a Sheriff dans le projet. Voilà, la Mars Cup, un tournoi qui fait vogue à Marseille et qui grandit d'année en année. On va continuer ce tour de table, je l'ai dit, avec Sheriff Bouchiki. Comment tu vas Sheriff? Ça va et toi? Ravi d'être là encore. Tu as cité plein de thèmes, même astrologie, on a parlé la semaine dernière. Ouais, avec Raymond Domenech. Avec Raymond Domenech pour qui ceux fait qui les le choix. suivent, qui fait les choix. Elle est magnifique la séquence. Sheriff, un plaisir de t'avoir sur cette émission. Plaisir partagé, ravi d'être là avec vous. T'as laissé tomber la veste à rayures à carreaux et t'es parti sur un pull sweat. Ça m'a remplacé. C'est vrai qu'on a un dressing pour un dressing commun et on se sert dedans. Les habits tournent. Alors on continue le tour de table avec l'invité du jour, tout sourire, ça fait plaisir de le voir sur un plateau. Hakim Malek, ancien entraîneur de Martigues, est avec nous. Salut Hakim, comment tu vas? Salut à vous, écoutez, ravi d'être là avec la jeunesse marseillaise en force, donc c'est bien, ça donne un peu de puissance. Même toi t'es frais Hakim. Ouais, c'est pas mal on va dire. Ah mais ça va, t'as 53? 53. 53 et ça va? Bientôt 54. Tu te conserves, dis-moi un peu c'est quoi ta routine là? T'es ancien entraîneur de Martigues, t'as plus de club, qu'est-ce qu'on fait quand on est entraîneur sans club? Mais les enfants à l'école, je les ramène. Tout ce que fait madame d'habitude, je me le farcie, c'est bon. C'est bien, tu profites un peu plus de la vraie vie. Ouais, la vraie vie, ouais. Je préfère les retrouver sur le terrain. Hakim, t'as oublié le goûter, je t'avais dit. L'élu, il n'aime pas l'élu, il préfère les granolas, Hakim, je te l'avais dit. Tu es mort, tu es mort après. Donc c'est pour ça, vaut mieux repartir au terrain, tu as compris qu'on peut pas... Pas une erreur, hein. On peut pas être à la hauteur des femmes. Tu vois, je savais qu'on allait commencer cette émission en bombe. Merci Hakim, il sera avec nous et pour la troisième partie, on te posera quelques questions, on parlera de tout. Vous l'avez vu, Hakim très ouvert et un plaisir de l'avoir dans cette émission. Allez, vous commencez comme d'habitude par les résultats du week-end de l'Olympique de Marseille avec, on va descendre du bas vers le haut, vous allez voir le template qui s'affiche avec les U17 nationaux qui ont fait 2-2 face à la jeunesse Villeneuve avec un beau but de Remania. Et Sheriff, tu l'as vu ce but magnifique. Ouais, magnifique, très beau but encore de Saïd Remania qui marque encore, c'est le meilleur buteur je crois de nos U17, très bon joueur.
top prospect, Saïd Remania. Vraiment, retenez bien ce nom et surveillez bien ce profil parce que je pense qu'on va bientôt en entendre parler. Et 19 nationaux qui ont un match reporté face à Aubagne Herbel. C'est la demande de l'Olympique de Marseille. Aubagne Herbel a joué le jeu par rapport aux deux internationaux, Lecce et Valero, qui sont en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Du coup, le club d'Aubagne Herbel et l'OM ont décidé d'un commun accord de reporter ce match à U19 nationaux. La National 3, 2 partout face à Foss. L'Arkeba Première Ligue, la féminine, 1 partout face à Dijon. La malheureuse égalisation à la 96e minute des Bourguignonnes. Et l'OM est 10e du classement sur les 12 équipes pour l'instant. Elles ne sont pas dans la zone de relégation. C'est le 11e et 12e qui tombent en D1 féminine. Mais voilà, c'est malheureusement, les victoires n'arrivent pas à s'enchaîner pour les joueuses de Corinthians. Et donc la victoire 3-0 de la Ligue 1 Olympique de Marseille face au Stade Brestois. Et c'est le thème de notre première partie. Partie 1, le gros débat de 13-0-13 le live. Bon, on va parler tactique dans cette première partie de l'émission 13-0-13 avec la question de Zerbi. Doit-il rester en 4-2-3-1 coûte que coûte? Pourquoi on évoque le sujet? Parce qu'il y a quelques matchs, l'OM a joué avec une défense à 3 ou à 5, c'est comme on veut, face à Auxerre. La semaine dernière avec un 1-0, victoire étriquée samedi dernier sur la pelouse de la Baie des Champs. Une défaite face à l'Atalanta Bergame, pareil, 1-0 avec une défense aussi à 5. C'est un peu crispé les supporters. Et là, retour du 4-2-3-1, victoire face à Brest, du sourire, de la joie, un plaisir de voir l'Olympique de Marseille jouer comme ça. Je vais poser la question à mes chroniqueurs, les gars. Coûte que coûte, est-ce que l'OM doit rester en 4-2-3-1, BK? Système préférentiel, oui, mais après, est-ce qu'on doit rester dans ce système jusqu'à la fin de la saison? Tu ne peux pas le prévoir parce que tu es obligé de t'adapter vis-à-vis de l'adversaire, du système sur lequel tu vas te retrouver en face. Là, il y a eu pas mal d'absents. Des joueurs majeurs, donc tu es obligé de t'adapter aussi. Donc tu ne peux pas te projeter définitivement en disant peut-être oui, système préférentiel parce que c'est celui qui nous réussit le mieux. Mais il y a tellement de facteurs sur lesquels il faut tenir compte que c'est compliqué de dire voilà, jusqu'à la fin de la saison, on ne doit jouer que comme ça. Après, c'est mon point de vue. Shérif? Je suis assez d'accord, mais paradoxalement, quand on parle des blessés, je trouve que le système à 3, je l'adapterai un peu plus justement quand on a tout le monde, quand on a nos meilleurs défenseurs. Je pense qu'à 3, tu peux jouer quand tu as Gerd, quand tu as Balerji, que ce soit Egan Riley ou Pavard. Et je pense que quand il y a les absents, justement, je serais passé justement à 4. J'ai trouvé qu'on a été meilleur. Plus de monde plus haut, moins de joueurs derrière le ballon. Ça a apporté un peu plus de joueurs un peu dans la densité, un peu plus de verticalité. Hakim Alek qui est avec nous, ancien entraîneur de Martigues. Hakim, quand on voit ce 4-2-3-1, on parle beaucoup de schéma, il y a aussi l'animation. Est-ce que l'OM est meilleur tout simplement dans ce 4-2-3-1? Non, je crois pas. Même si je te laisse t'avancer un petit peu. Vas-y. Même si moi, c'est une organisation que je préfère et que je trouve plus intéressante pour l'Olympique de Marseille. Bon, ça reste mon avis. Je les trouve plus équilibrés comme ça, plus dangereux. Puis ça permet de donner un peu plus de liberté à Greenwood. Donc ça te permet aussi d'avoir un couloir droit qu'on pourrait appeler de marchand, vu que c'est comme ça qu'on dit, sachant que Emerson est capable de prendre le couloir et la rentrée de Greenwood à l'intérieur te permet d'avoir 4 joueurs au milieu si on rentre dans les détails, donc ça te permet d'avoir une supériorité à l'intérieur et d'avoir un couloir qui vient. Donc je trouve que c'est beaucoup plus vivant qu'à 5. Voilà. Mais je crois que sur certains gros matchs, il passera à 3. Voilà. Après, c'est les intentions que tu vas avoir. Aujourd'hui, je crois que De Zerbi, les grosses équipes, il les jouera à 3. Et les équipes qui considèrent un peu moins costauds, il les jouera à 4. Voilà. C'est comme ça que je le lis, mais il y a très peu de gens qui restent dans la même organisation. Il y a City, il y a Liverpool, il y a Barcelone. Voilà. Mais après, je crois pas. De Zerbi à 3 alternés pour, à mon avis, rester toute la saison à 4. Je pense pas. Puis après, il doit gérer un élément qui est important, que les gens oublient. C'est que tu as beaucoup de défenseurs centraux et que dans une gestion annuelle, des égos ou des envies de jouer ou des problématiques, ça peut t'avoir pour garder une dynamique, tu dois donner du temps de jeu à un moment. Parce que sinon, tu te retrouves avec d'autres problèmes que les supporters ou les gens ne voient pas à l'extérieur. Mais de l'intérieur, c'est compliqué après sur une saison. Imagine si un gars comme Balerdi ne doit pas jouer 18 matchs. Oui, oui, c'est ton capitaine et d'un coup, il est déclassé. C'est complexe à gérer. Donc il faut plutôt prendre l'ensemble des choses pour se dire quelle alternance on peut proposer plutôt que de dire le système il est comme ça, il n'a pas construit comme ça. Et puis quand tu joues à 4 là, tu n'es jamais 4 derrière de toute façon. Lui il est plus souvent 3 que 4. Voilà, donc il y en a toujours un qui sort, donc à l'arrivée il est 3 quand même.
Tu parles de courant alternatif, justement, un OM en courant alternatif, et Roberto De Zerbi pointe cette série en dents de scie, en interview, mais il est quand même tout de même, elle est pas mal celle-là, il est tout de même content de la prestation de ses joueurs, on l'écoute. Tipica di Marsiglia. Mercoledì. C'est typique de Marseille, c'est typique de Marseille, c'est-à-dire que mercredi on a joué mal, contre Angers c'était plus ou moins la même composition et là pareil on n'a pas bien joué, contre Angers c'était plus ou moins la même composition et là pareil on n'a pas bien joué. Abbiamo fatto, secondo me, Et aujourd'hui, du point de vue du jeu, je pense qu'on a fait un gros match, personnellement je me suis beaucoup amusée depuis le banc, je pense qu'on a réussi à bien bouger rapidement le ballon, à le garder quand c'était nécessaire, on a réussi à bien bouger rapidement le ballon, tenuto la palla quando c'era da tenere e attaccato à verticaliser, aller de l'avant, à presser quand il fallait aussi le faire. On a créé de nombreuses occasions de but. Honnêtement, on a risqué très peu. Je pense qu'il n'y a eu qu'une seule vraie occasion de but en première mi-temps. e abbiamo continuato a pressare anche nel secondo. Abbiamo cambiato disposizione tecnica e tattica quando loro hanno. Et vraiment peu après, on a continué à bien presser. On a changé de schéma tactique quand eux ont ajouté un milieu en début de deuxième mi-temps. Donc voilà, Murillo était plus en défense, mais il était placé sur leur latéral. Et à l'inverse, Greenwood allait sur Koulibaly, me semble. Et à l'inverse, Greenwood allait sur Koulibaly, me semble. È una caratteristica di Marsiglia. Donc voilà, ça c'est un peu mon OM. Peut-être que voilà, on peut parfois bien jouer comme à Lisbonne, ensuite mal comme au Auxerre, Angers ou les 20 premières minutes de l'Atalanta et ce soir faire une grosse prestation. Soprattutto i primi 20 minuti dell'Atalanta e poi oggi molto bene. Soprattutto i primi 20 minuti dell'Atalanta e poi oggi molto bene. Et on va rappeler la composition d'équipe de Roberto De Zerbi, donc ce fameux 4-2-3-1 qu'on évoque avec les collègues autour de la table, avec Geronimo Rulli dans les buts, une défense à 4, donc avec Emerson à gauche, Aguerre, Pavard dans l'axe, Murillo à droite, Vermeer et Neuberg pour la paire de double pivot, on appelle ça, Angel Gomez en position de numéro 10 et l'attaque classique avec Aubameyang en pointe, à droite Mason Greenwood et à gauche Igor Paixão. Donc les gars, cette composition d'équipe, vous m'avez parlé d'animation, Hakim, toi tu m'as dit que toi Hakim t'as pointé la gestion de l'effectif avec les nombreux défenseurs centraux. Donc pour toi, il jouera à 5 par rapport à ça et aussi face aux grosses équipes. Mais est-ce que justement De Zerbi ne doit pas se dire j'ai une bonne équipe quand même, mais même face aux grosses équipes, j'assume ce 4-2-3-1. Est-ce qu'il ne doit pas s'imposer dans ce système-là? Ça, c'est son choix. Encore une fois, je ne suis pas De Zerbi, je te le dirai tout le temps. Moi, je sais ce que je ferais. Tu ferais quoi? Moi, de toute façon, je suis un amoureux d'une organisation à 4. Donc, et puis moi, je jouerais avec cette défense centrale. Regarde Pavard et il n'y aurait pas Balerdi, mais c'est moi. Est-ce que justement on peut pointer malheureusement la frilosité du coach italien dans les grosses affiches? Non, c'est pas forcément une frilosité. Je ne sais pas s'il est frileux. Peut-être qu'il pense qu'aborder les grosses équipes à 3, c'est plus intéressant pour lui et que ça lui donne plus de certitude sur son axe défensif. Il faut voir qu'avant qu'on ait fait le recrutement, on avait beaucoup de problèmes dans la charnière centrale. On a pris beaucoup de buts dans cet axe-là. Donc aujourd'hui, il est renforcé, tu es beaucoup plus solide. Puis le deuxième élément, c'est que tu es en Ligue des Champions, donc tu vas jouer beaucoup de matchs. Tu auras besoin de tout le monde. Quand tu as un effectif pléthorique, malheureusement, tu es obligé de composer avec la gestion. Voilà. Sinon, tu dis je pose ce 11-là, comme font les grands clubs. Je te dis encore une fois, il y a une année où Liverpool, ils ont joué 22 ou 23 matchs d'affilée avec le même 11. Il y a des garçons qui ne sont pas rentrés une minute. Il faut être en capacité à l'accepter aussi. Je veux dire, le football, c'est pas juste poser 11 mecs. C'est aussi en gérer 12, 13, 14. À Marseille, je pense qu'il y en a 20 derrière. Donc dans ton quotidien, c'est pas simple aussi. Beka, frilosité ou pas? Ou tu es d'accord avec Hakim sur le fait que c'est la gestion d'effectifs qui prime sur le schéma tactique? Tu es obligé d'être dans la gestion. Déjà, il y a la gestion humaine, il y a la gestion des égos, il faut que tout un groupe reste mobilisé. Il y a la gestion des jeunes, Chérif va en parler aussi, il y a pas mal de paramètres, surtout avec les blessures, comme je disais. Après, on en avait parlé en off avec Chérif, les séances, on ne les voit pas, parce que des fois, on dit comment ça se fait que je n'ai pas mis Vermeer, comment ça se fait qu'il n'a pas fait ci, comment ça se fait qu'il n'a pas fait ça. Le degré d'implication, de concentration et de répondre aux consignes à l'entraînement, ça fait partie du travail aussi. Ça, on ne le voit pas. Nous, il pose un 11, on se dit, mais pourquoi ci, pourquoi là, on va discuter les choix. Et pour en revenir au niveau actuel, c'est une affaire de ressenti sur les derniers matchs. Et là, en fait, je ne sais pas pourquoi, au moment du coup d'envoi contre Brest, c'est le langage corporel des joueurs dès le coup d'envoi qui n'était pas le même que sur les derniers matchs. Ah, c'est pour ça, c'est indéniable. C'est indéniable de faire le parallèle pour moi entre le système et les intentions, les joueurs mis aussi, parce que c'est important, on parle de système, mais il y a aussi le choix des joueurs qui ont été mis au cœur du jeu. Quand tu mets Angel Gomez, Vermeeren,
forcément, je pense que ça va jouer un peu plus. Le ballon, il va circuler un peu plus. On en parlera, je pense après du choix justement des joueurs. Mais là, il y avait beaucoup plus d'intention de jeu. Et contre l'Atalanta, on a joué avec la peur. Ça s'est senti vraiment, ça se ressent. Hein. Donc, c'est obligé qu'on fasse le parallèle entre le choix des joueurs, la taille. Comme par hasard, on joue à 3 si on joue les gros. Ça veut dire que mentalement, on ne se sent pas capable d'être plus joueur contre les gros et qu'il faut avoir un peu plus d'assises pour avoir un peu plus de garantie. Ça se comprend. Hein, mais... Non, mais moi, je pointais ça, vous m'avez dit... Non, mais avant ça se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait se dire on a un bel effectif, on a toujours une part où on s'adapte un peu, mais il a des certitudes, donc on peut jouer là-dessus. Et je pense qu'il n'en a pas aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, quand on va plus loin, l'OM a des résultats en dents de scie. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la constance de la performance de tes joueurs, tu as toujours un doute sur un ou deux joueurs à tout moment. Si tu veux aligner un 11 type fréquemment, il faut aussi que les 10 majeurs ou les 11 majeurs t'aient donné des certitudes sur une série de matchs. Aujourd'hui, un coup Greenwood fait un grand match, un coup Vermeuren fait un bon match. La semaine d'avant, je l'ai vu, il était aux fraises complet. Il y avait de l'impact, il n'a pas supporté. Des fois, Aubameyang, il est là, il n'est pas là. Je veux dire, Pavard, il a eu une période bonne, puis après, il a eu un creux pendant 2-3 matchs où le pauvre, il a été responsable de pas mal de choses. Ouais. Donc aujourd'hui, même lui, dans son choix, quels sont les 10 qui lui donnent la certitude pendant 2, 3, 4 matchs d'être tout le temps au même niveau? Tu parlais justement de Vermeuren qui a été mis au milieu de terrain. J'ai l'impression qu'il passe devant O'Reilly sur certains matchs. On le voit sur courant alternatif aussi. Tu parlais du milieu belge. Je parlais de sa prestation face à Brest. Il a fait quand même un bon match. Il a touché 118 ballons face au club brestois. Il a réussi 94% des passes. Après, on en fait ce qu'on veut de cette stat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi 24 passes sur 26 dans le dernier tiers du terrain. Et après, sur les duels remportés, bon, c'est 36%, 4 sur 11. Donc, au niveau des duels remportés, c'est un peu compliqué. Vous, est-ce que Vermeuren actuellement est indispensable? Est-ce qu'il est devant O'Reilly? Indispensable pour moi. Pour moi, on n'a pas la même équipe quand il joue et quand il joue pas. Même s'il a été en difficulté, je suis d'accord avec Hakim, physiquement il a été en difficulté. On est tombé un peu sur De Zerbi, on a beaucoup critiqué De Zerbi à ce niveau-là parce qu'il a sorti, on dit qu'il est frileux, moi le premier. Je parle sur les changements, les choix des joueurs et sur les animations. Mais honnêtement, pour moi, c'est indispensable. La peur, elle disparaît. Tu joues avec le ballon, il porte le ballon, il se crée des angles de passe qu'il va chercher lui-même, il se tourne, il n'a pas peur. C'est pas du je remise à une touche, c'est pas que j'aime pas O'Reilly, mais la vérité, c'est compliqué. Il est assez bien, hein, il court 13-14 km. Après le match contre le Real, on nous a dit O'Reilly, il a fait 15 km. Ah, il a été énorme alors. Ah, mais si c'est ça, on recrute un athlète. Ouais. On sort les GPS maintenant. Je connais Kipchoge, le gars fait le marathon en moins de 2 heures. Voilà. On prend les GPS maintenant, on monte l'équipe, il faut monter la note là par contre. Il a fait 14 km. Non. Par contre, avec ballon, je trouve que vraiment Vermeuren il apporte vraiment une sérénité à l'équipe. Tu comprends pourquoi même sans ballon. Hein. Même sans ballon, pardon. Oui, c'est vrai. Il se rend disponible, il vient souvent entre les lignes. Il a une capacité à se retourner, à se mettre directement dans le sens du jeu oui, pardon, je dis avec ballon, je dis en possession. Oui, mais après, il sera très souvent disponible. Angel Gomez aussi. Angel Gomez, bon, là, on parle de Vermeuren, mais Angel Gomez, sur ce match-là, je l'ai trouvé intéressant aussi. Très en dessous par rapport à ce qu'il avait pu faire en préparation. Mais là, en fait, la paire était très, très intéressante. Je suis d'accord. Indispensable ou pas pour toi, Vermeuren, Beka? Après, indispensable. Il y a des matchs qui vont passer au travers. Indispensable maintenant. À l'instant T, oui. À l'instant T, oui, avec cette façon de jouer. Après, tu connais ma réponse, on en a déjà parlé. Moi, c'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai que ça, à 4h du matin avec Hakim Vermeuren. Ça manque d'impact. Après, c'est pas ses qualités premières. C'est pas, tu vois, c'est pas ce qu'il va lui demander. Justement, il est encore jeune. Je t'arrête maintenant. C'est Roberto De Zerbi qui parle. Il explique ses choix. Pourquoi il ne titularise pas plus que ça Arthur Vermeuren, le milieu de terrain belge de l'Olympique de Marseille? Con lui ci parlo. Alors avec lui, je parle beaucoup, honnêtement, presque tous les jours, ou souvent comme je le fais avec tous les joueurs d'ailleurs. Lui, il est très jeune, il a 20 ans, il est de 2005. Il arrive quand même de l'Atlético, de Leipzig, donc il était déjà connu avant d'arriver à Marseille.
Quando poi giochi contro l'Atalanta, contro il Lens, contro squadre Quand on joue des équipes comme l'Atalanta, comme Lens, comme même Lisbonne, des équipes physiques, con lui il y a ci 2 parlo options, tu réussis vraiment à progresser, à devenir un joueur. 2005. Alors avec lui, je parle beaucoup, honnêtement, presque tous les jours, ou souvent comme je le fais avec tous les joueurs d'ailleurs. Lui, il est très jeune, il a 20 ans, il est de 2005, il arrive quand même de l'Atlético, de Leipzig, donc il était déjà connu avant d'arriver à Marseille, mais aussi Quando poi giochi contro l'Atalanta, contro il Lens, contro squadre quand on joue des équipes comme l'Atalanta, comme Lens, comme même Lisbonne, des équipes physiques, il y a 2 options. Soit tu réussis vraiment à progresser, à devenir un joueur complet. Lui nessuno gli chiede di diventare Højbjerg. Titulaire absolu de cette équipe, voilà, parce que et on a besoin de ce contrôle du jeu, on a besoin de la qualité, évidemment, mais il y a aussi d'autres choses qui sont nécessaires. Però serve non solo quello, servono anche altre cose. Pardon, j'avais la fin de la traduction, la fin de la VO de Roberto De Zerbi. Vermeeren, t'es d'accord? Ce qu'il dit, c'est factuel? Non, c'est cohérent. Il a conscience des qualités et des manques de son équipe. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il considère que l'Atalanta c'est physique et qu'il ne met pas Vermeeren, tu l'aurais mis sur Non, le il dit pas ça. Je suis désolé, il dit pas ça. Il dit quoi? Vas-y, il dit juste qu'aujourd'hui, il n'est pas en capacité à tous les matchs à être aussi bon dans la récupération que ce qu'il est bon dans la tenue du ballon. Il dit que si demain il avait accompli une prestation comme il a fait contre Brest, où il a été bon dans la récup, bon dans l'impact et bon dans l'utilisation du ballon, ça deviendra un titulaire indiscutable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans son équilibre, il sait que Pachao, ça ne dépend pas super bien. Aubameyang, aujourd'hui, ça commence à être âgé, donc vaut mieux le laisser pour tout ce qui concerne l'aspect offensif et le soulager un peu. Greenwood, ce n'est pas un garçon, on le sait, qui affectionne particulièrement défendre, donc à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y en ait certains qui aillent au charbon quand même. On va le dire très simplement. Ouais, bien sûr. Bien qu'il y en ait certains qui aillent au charbon. Gomez, ce n'est pas un gros récupérateur non plus. Donc dans ton équilibre défensif, sachant que tu as 2 latéraux qui sont des garçons qui prennent comme le couloir et qui peuvent être amenés à être embarqués, qui va récupérer les ballons? Parce qu'à un moment, tu le perds le ballon. Mais là, c'est qui va au charbon à sa place? C'est ce que je veux dire, c'est que pour moi, il s'est trompé. Il a fait le choix à O'Reilly. Et pour moi, il s'est trompé. Parce qu'O'Reilly, il n'a pas été bon. Et même que ce soit sans ballon, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Donc moi, je trouve que son choix, je comprends l'idée de penser ça. Surtout qu'on avait vu contre le Sporting et contre Lens que c'était un peu compliqué dans l'impact, sur les transitions un peu plus compliqué. Pour le coup, je sais pas quel match où il perd un ballon, il y a but, ou il y a action de but. Face à Lens. C'est Lens. Il est à l'intérieur du jeu, il se fait tamponner. En fait, il fait une 2, il est entre lui et le ballon, ils sont les deux, mais il est trop léger. Et après, grosse action pour Lens. Après, aujourd'hui, si tu me dis moi Vermeeren, tu sais ce que j'en pense. C'est un garçon que je ferais jouer tout le temps parce que dans ma fibre d'entraîneur, j'aime ce type de joueur et j'aime le jeu et j'aime avoir la maîtrise du ballon. Quitte à perdre un peu dans l'impact. Lui, il cherche un peu plus d'équilibre, mais dans le football, personne n'a raison. Tu fais un choix et puis après, tu vas au bout. Lui, son choix, c'est qu'il puisse l'amener à être plus complet. Je peux le comprendre. Il décide, un match non, un match oui, il lui met la carotte, jusqu'à ce qu'il se dépasse et qu'il devienne plus complet. Peut-être qu'à la fin, on dira c'est un phénomène. Bien sûr, honnêtement, ça se comprend. Juste, il faut qu'il soit cohérent dans le... O'Reilly, je lui laisse sa chance. Dès que c'est pas bon, il faut sortir. Pareil que Vermeeren. Moi, au niveau d'un coach, je pense que c'est assez important, tu vas être d'accord avec moi, Hakim, de mettre un peu tout le monde sur le même plan. C'est pas quelqu'un, il est mauvais 45 minutes, on va le laisser 60, 70, 90, il a joué entier. C'est l'histoire du football après ça. C'est l'histoire du football, malheureusement. Mais bon. Non, mais c'est vrai. Mais après, tu es obligé de tenir compte de ses qualités intrinsèques. Tu ne demandais pas à Iniesta ou à Xavi d'aller mettre des tampons. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu peux pas comparer. Tu m'excuseras pas. Tu peux pas comparer parce que l'animation défensive de Barcelone à cette époque-là, c'est la meilleure équipe dans la récupération. Il manque ça. La plus grande défense. Tu compares il manque un Benjamin André. Oui, je reviens à lui. Pas comparer. Tu vois, il manque un Benjamin André à côté qui les met les tampons. Rapidement les gars, on va évoquer Arthur Vermeeren. Je finis juste sur cette stat. Il a joué 419 minutes de jeu cette saison. C'est une moyenne de 32 minutes par match quand on prend tous les matchs depuis qu'il a l'OM. Donc c'est vrai qu'il joue pas beaucoup. Le milieu de terrain belge. Et on va finir cette partie sur le classement de Ligue 1. Après hier la victoire du Paris Saint-Germain, Paris qui a repris sa place de leader, sa victoire à Lyon, donc 27 points. L'OM deuxième du classement avec 25 points, tout comme le Racing Club de Lens qui est troisième avec le même nombre de points, 25. Strasbourg 22 points. Donc déjà 3 points d'écart sur le quatrième. Voilà, je vais pas dire un petit matelas, mais c'est vraiment. Tu as le goal average aussi. La différence de but, elle est quand même 17. Elle est quand même pas mal. Plus 17 de l'OM et plus 10 de Lens. Donc c'est comme on dit, ça fait un point de plus. C'est sûr. 7 buts à ce stade, déjà, ça devient pas mal. Bon, l'OM s'est repris avec de la fraîcheur en toute fin de match. C'est les minots qui ont joué. On en parle dans la deuxième partie. Partie 2.
L'instant vérité. L'Olympique de Marseille a fini son match avec 3 jeunes du centre de formation. Robinho Vaz qui est post-formé à l'Olympique de Marseille, Daryl Bakola et Tadjidine Madi. 3 jeunes qui jouent. En ce moment, on sait que Robinho Vaz, on sait qu'il joue de plus en plus. Bakola, en termes de temps de jeu, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même plusieurs matchs. On va vous montrer justement ce tableau où on a le temps de jeu des minots cette saison. On a donc Daryl Bakola, Tadjidine Madi et Robinho Vaz. 5 matchs joués pour Daryl Bakola, 25 minutes. Tadjidine Madi, 2 matchs joués. 5 petites minutes pour l'instant, mais en 5 minutes, on peut faire des choses, on le voit. Et Robinho Vaz, donc, qui a joué 13 matchs et 318 minutes de jouer. Donc, ça, c'est le temps de jeu des minots cette saison 2024-2025. On est qu'au mois de novembre. Et vous allez voir que le temps de jeu des minots de la saison 2024-2025, on a Keyan Abdallah, Daryl Bakola, Alexis Koum qui ont joué, Enzo Sternal et Robinho Vaz. Si on prend leur temps de jeu, vous allez voir 2 minutes jouées pour Keyan Abdallah, 12 pour Daryl Bakola, c'est-à-dire que Bakola a pu jouer actuellement, il était plus jeune l'année dernière aussi, a plus joué que toute la saison dernière. Par exemple, Robinho Vaz a joué 74 minutes. Voilà, ça c'est le temps de jeu des minots donc, de cette année. Et ensuite, donc, le temps de jeu des minots de la saison 2024-2025, où on a calculé le temps de jeu effectif de tous les jeunes de l'année dernière. Il est même moitié moindre que le temps de jeu de Robinho Vaz cette saison. Donc clairement, les jeunes jouent plus cette saison. Toi, Shérif, c'est ta vérité. C'est l'instant vérité partie 2, la vérité de Shérif. L'OM fait enfin la place aux minots. Ouais. Écoute, franchement, c'est un plaisir. Honnêtement, en tant que Marseillais, on est toujours à cette recherche un peu du centre de formation, de voir des jeunes du centre éclore. Et du coup, là, ça nous fait vraiment plaisir de voir 3 joueurs vraiment faire partie du groupe. C'était les mots aussi du président Pablo Longoria, qui avait dit à un moment, je souhaite que, et Mehdi Benassia aussi quand il arrive, de dire on souhaite qu'il y ait des jeunes du centre qui fassent partie intégrante du groupe et qui rentrent, qui complètent la rotation. C'est le cas, Robinho Vaz qui intègre vraiment la rotation au niveau des avant-centres et le mérite. Et pareil pour les 2 autres jeunes, c'est des parcours différents pour les 3, mais un plaisir de voir des jeunes issus du centre, alors que c'est toujours un peu décrié chez nous, on va dire, le centre de formation. Hakim, l'OM fait la place aux minots et Becca, tu répondras après. C'est ce que tu vois ou c'est une espèce d'arbre qui cache la forêt parce que c'est 3 jeunes qui jouent en A, mais... Non, au contraire, je pense que sincèrement, il a la volonté de les promouvoir. Parce que d'abord, il a l'effectif pour ne pas les mettre, s'il veut. C'est clair. Il a d'autres choix sous la main. Donc, s'il les met, c'est qu'à un moment ou à un autre, il a la volonté de les mettre en avant et surtout de les faire grandir. Après, je crois qu'il le fait assez correctement parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Marseille, c'est un club qui peut te faire vite exploser, mais tu peux vite te retrouver enterré. Donc, il les fait rentrer dans des bons temps. Là, il a 17 ans. Donc, je veux dire, 17 ans à l'Olympique de Marseille, c'est pas 17 ans à Lens ou à Strasbourg. Il y a des clubs où, comme Le Havre où à 17 ans, tu peux jouer. Mais il fait 18 ans le 30 novembre. Il fait 18 ans. Tu peux rentrer sans souci. À Marseille, c'est quand même plus compliqué. Quand tu rentres au Vélodrome et que tu joues la Ligue des Champions et que tous les week-ends, tu joues entre guillemets la vie ou la mort, il y a une donnée mentale qui est essentielle. Donc, il ne faut pas les brûler. Je pense que non, ça va arriver. Je pense qu'ils auront de plus en plus de temps de jeu. Becca, cette situation, comment tu la vois? C'est bien, l'OM fait la place aux minots, mais c'est des minots qui méritent aussi. Est-ce qu'on se dit, ces mérites, ils jouent parce qu'ils sont forts, ou est-ce qu'on se dit que l'OM fait l'effort de les mettre dans les bonnes conditions aussi pour qu'ils jouent? Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ces 3 jeunes jouer cette saison? Non, il ne faut pas lancer les jeunes pour faire les stats du centre de formation. Il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée à l'effectif et qu'ils participent grandement au collectif. Et puis l'effet lui donne raison avec Vaz, parce que tu parlais du temps de jeu de Vaz. À chaque fois qu'il est rentré en jeu, il a été décisif. Ça a été des fois un peu plus compliqué quand il était titulaire, parce qu'il y en a qui savent qu'il a 18 ans, qui commencent à peine, et ils n'hésitent pas à lui mettre des gros tampons. Donc il faut répondre à l'impact physique, mais aussi
toutes ses entrées en jeu, il a été intéressant, il était dangereux. Mais il avait dit en plus de Zerbia, celui qui mérite, je lui donnerai le temps de jeu. Et sur ça, honnêtement, il est en train Mais après, de... ils apportent quelque chose. Tu vois, leurs entrées sont quasiment jamais neutres. Donc, c'est important et puis c'est valorisant à ce moment-là pour le centre de formation. C'est pas mettre des jeunes pour dire, regardez, on a un centre qui performe et on lance des jeunes. Et puis, c'est 3 parcours différents. Robinho Vaz, c'est la post-formation. Il y a une Sochaux, ouais. Il y a Nadir aussi, on en parle Il y a pas beaucoup. Nadir post-formation aussi. Il vient de Nice. Il a 22 ans. Donc, Maintenant, oui, mais mais c'est le même un peu le même schéma que Robinho Vaz. Il s'était blessé, ça l'a retardé un peu. Mais pour le coup, Daryl Bacola qui était signé en ANS, qui vient de la région parisienne. Il vient du Red Star. Et je crois. Il était au Red Star. Je crois que c'est Star, ça. Il y a 2 ans, en 2023, je crois. Et du coup, Tadjin Madji qui est issu de la région. Donc de ça Marseille, aussi, même, du club de Marseille, Malpassé, de Malpassé, du 13e. Donc sur ça, c'est une réussite vraiment pour le centre de formation. En fait, ça va être fondateur. Parce que c'est ce genre de parcours qui va les aider aussi derrière à recruter les meilleurs joueurs de la région. Parce que forcément, les petits ne s'identifient pas à un joueur en pro à l'OM qui vient de Marseille. Donc là, peut-être que de voir un Tadjin Madji rentrer en pro, ils vont se dire, moi aussi, c'est possible pour moi. Mais c'est dommage, tu vois, parce que là, on voit l'éclosion de Jassim Yassine, par exemple, à Dunkerque, alors qu'il était à Marignane. Qui est un peu le contre-exemple. Il y a Ilan qui est passé par Bosquet-Néride, qui a été petit en U13, après, et le Burel ensuite. Attention, là, c'est l'entraîneur du Bosquet-Néride. Et là, le préfet du Burel. Ouais. Tu vois, tu as Hugo Magnetti passé par le Burel et par le Bosquet-Néride aussi. C'est vrai. C'est des jeunes qui sont marseillais, qui aiment le club. Parce que quand tu en parles avec Hugo, avec Ilan, tout ça, ou avec Jessim, ils sont supporters, tu vois. C'est quand même dommage que ces joueurs-là arrivent à éclore ailleurs et pas chez nous. C'est bien, Vaz, Bacola, moi franchement je suis content que le centre performe. Mais la petite amertume, c'est qu'ils ne sont pas d'ici quoi, à la base. Ouais, mais ça va. Mais même Justement, chef, qui recrute Bacola, qui recrute Vaz, parce que c'est pas uniquement parce que là on pointe le travail de la nouvelle direction, Alizara qui récupère Robinho Vaz, mais du coup pour Bacola. T'as raison, c'est sous Nasser Largué qui sont recrutés, même on peut le dire, le recruteur par exemple de la région parisienne, tu peux. il n'est plus chez nous, mais c'est lui qui l'avait recruté à l'époque. Et la formation, c'est ça, c'est travailler des choses pour 5-10 ans plus tard. Même quand on n'est plus sur place, il y a des choses qui marchent et ils ont leur part de responsabilité aussi, ceux qui étaient en place. Mais là, en tout cas, déjà sur le projet, on va dire, sur le projet 19, réserve et pro, en tout cas, déjà c'est bien géré, même si c'est pas eux qui les ont fait venir, ça a été bien géré sur l'après. Hakim, comment tu la vois, la restructuration du centre de formation de l'OM depuis l'arrivée de Pablo Longoria? Est-ce que tu suis les jeunes? Est-ce que tu regardes un peu les matchs? Est-ce que non, t'as pas le temps? Non, pas que j'ai pas le temps. C'est pas un truc que je suis. La formation de l'OM, je m'en suis jamais approché. Je ne te cache pas. Et pendant longtemps, j'ai trouvé que c'était du grand n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ça a l'air d'être plus cadré. Excusez-moi des mots, mais bon, il faut dire les choses comme ça. Il faut parler français. Voilà, c'est la vérité. Je dis ce que j'en pense. Pendant un moment, c'était du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense que l'année dernière, la saison dernière, il y avait l'Espagnol où ils ont eu de bons résultats. Ouais, Marc Otero, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quoi qu'on dise, il faut quand même regarder qu'ils ont gagné des titres de partout. Donc c'était dit, en plus, c'était l'objectif. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc le gars, il était là, je ne le connais pas, j'ai suivi de loin, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de titres. Donc peut-être qu'il a bien bossé, tu vois, sur le fond, sur la façon de jouer ou autre chose. Et cette année, honnêtement, je ne sais pas. Je sais que c'est Titou qui a la tête de la formation. Voilà. Moi, j'ai été voir un seul match, c'est la Youth League, et je ne me suis pas régalé. Donc, c'est vrai, parce qu'il y a... non, mais c'est vrai, parce qu'il y a deux débats. Moi, je dis les choses comme ça. Chéri, justement, tu voulais m'en parler. Il y a les trois jeunes qui ont du temps de jeu, mais ensuite, le centre, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit des trois et la Youth League, ils ont perdu leurs 3 matchs. Ouais, il y a un petit creux générationnel. Alors 4 matchs, pardon. Ouais. Non, le dernier, ils ont fait match nul contre l'Atalanta. Mais c'est vrai que c'est pauvre, même dans le contenu au niveau de la Youth League, ce qui a été proposé, surtout sur des physionomies qui étaient favorables quand même sur les matchs, où il y a tout ce qu'il faut pour gagner. Derrière, on a fait tout ce qu'il fallait aussi pour perdre. Il y a un creux générationnel. Mais il y a un creux générationnel sur certaines générations, sur la génération 2009, 2010, c'est assez compliqué. Et puis après, quand tu as 2008, 2007, tes meilleurs qui montent aussi, ça appauvrit un peu ton équipe. C'est aux autres de prendre le relais. C'est aussi après au centre et au coach justement de faire performer leur équipe. C'est ça la formation. C'est même si tu enlèves le meilleur joueur, derrière ton équipe elle doit tourner quand même. Même si forcément tu es amoindri,
Et c'est là aussi qu'on va devoir les juger. Donc même si là, on arrive, entre guillemets, à faire sortir des jeunes en haut, il faut que derrière, ça continue à bosser. Moi, j'ai jamais compris comment elle fonctionnait, de toute façon. Donc, j'ai toujours du mal à comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut avancer. J'écoute, j'entends, donc j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas avoir une génération. Alors, je vais faire bête. Quand tu arrives à 17 ans dans les très grands clubs, et les clubs qui sont très bons dans la formation, généralement, les meilleurs 17, ils sont quasiment avec les pros. Ouais. Tu passes pas par la réserve, tu passes pas par les 19, allez, 17, quand tu as un 19 qui est exceptionnel, tu es avec les pros, tu n'es plus là. Ça veut dire que ton cursus, il est terminé. Ça veut dire que déjà, dans les 15 ans, j'essaye d'avoir du bon sens. Hein. Je ne suis pas un formateur et malheureusement, loin de moi, parce que je vois que Tu as lancé Gilas quand même. Hein oui, voilà, mais et personne n'y croyait d'ailleurs. Donc, mais tu arrives à 15 ans et les gamins, tu te retrouves encore à parler de post-formation, 15, 17, et après il faut encore post-former pour encore reformer. Alors je suis d'accord qu'il faut du temps, mais jusqu'à quand aussi? Je veux dire, Marseille, c'est une grosse bécane. Je ne sais pas combien coûte le centre de formation. Et dans l'absolu, quand tu fais le ratio argent injecté et bénéfice, quand je te dis bénéfice, ce n'est pas de la monnaie rapportée. C'est qui pointe son nez dans ton centre, dans ton équipe première. Sur les 10 dernières années, vous m'excuserez, mais c'est très très peu. Bon, en tout cas, il y a un homme qui personnifie cette restructuration du centre de formation, c'est Mehdi Benatia. Il était en zone mixte après le match OM face à Brest avec Tadjidine Madi, Robinho Vaz et Daryl Bakola. Vous allez écouter ce qu'il dit. Quand il dit il parle d'abord de Tadjidine Madi. Il pointe son comportement qu'il a aimé sur l'appel du préparateur physique pour qu'il vienne s'entraîner et pour qu'il vienne se préparer pour entrer. Et à la toute fin de vidéo, il vise la régularité que doit avoir Daryl Bakola. On l'écoute. C'est des joueurs, ça, s'ils ont envie, comme je disais à Petit, s'il veut garder sa place, ça dépend que de lui. Il n'a pas besoin de mettre des buts, il n'a pas besoin de faire tout ça, il a besoin d'un quart d'heure, rentrer à fond. Aujourd'hui, quand on l'a appelé, je crois que le prépa qui a fait ça, il n'avait pas fini son geste, il était déjà au bord du banc. Et comme nous, on regarde tout et ils le savent, bah ça, c'est des choses où sûrement le prochain match, le coach il va vouloir le faire rentrer encore et j'espère encore et encore. Donc bien sûr, il y a des discussions avec les entourages de ces 3 joueurs-là. Pour moi, en tout cas, tant que j'aurai, entre guillemets, la main, on va dire, sur le sportif avec le président, ce sera une priorité pour nous d'avoir des joueurs comme ça. Moi, je rêve d'avoir 3, 4, 5 joueurs qui s'imposent ici à court terme. Et ils le savent, après, ça dépend d'eux. C'est ce qu'ils sont capables de montrer. Et comme ils sont de plus en plus sérieux et de plus en plus matures aussi, lui, à chaque fois qu'il rentre, on dirait qu'il a déjà 23, 24 ans, et c'est vrai, c'est des choses qu'il doit garder. Pas choisir sa mi-temps quand il descend avec la Youth League. Mi-temps, il a envie, et c'est peut-être le meilleur sur le terrain, et la mi-temps d'après, il reste au vestiaire. Non, ça arrive, non? Ou j'invente? Mais non, mais quand ils ont envie, ces 3 qui, plus sérieusement, qui sont, pour moi, ils sont bourrés de talent, et c'est des très bons petits. Bon, voilà, vous avez vu le discours paternaliste de Mehdi. Benatia, je te surprends, Chérif, rapidement. Est-ce qu'il y a 2-3 jeunes qui peuvent faire leur intégration dans le groupe et plus que ça, grappiller quelques petites minutes cette saison? Très rapide. Je pense que ça va être compliqué. On parlait tout à l'heure de Saïd Remania. Pour moi, c'est le joyau de la formation, mais c'est encore trop tôt pour lui. Quelle génération? 2009. Ok, d'accord. 2009, bon. Donc c'est trop tôt pour lui, mais je pense que ça va être assez compliqué. En 2008, on a Antoine Valero qui passait par le Burel aussi. Et qui est excellent. Dont le père était un très bon joueur d'ailleurs. Ah ben voilà, c'est dans les jeunes aussi. Et du coup, je pense que ça risque d'être compliqué cette saison, mais très très bon joueur aussi du centre. Il y en a un qui était. Tu n'as pas cité Milan Lecce, tu vas avoir des problèmes. Non, un très bon joueur aussi, Milan Lecce. Mais je pense qu'honnêtement, sur la rotation du groupe, vu qu'on a des retours de blessures qui vont venir, on a des joueurs pros qui sont un peu dans le loft. Donc je pense pas qu'il y en aura d'autres, mais c'est déjà très bien. C'est un bon débat ça, la gestion du loft. Est-ce qu'Hakim Malek a fait des lofts un peu dans sa vie? Est-ce qu'il a mis des lofts? On va le voir dans la 3e partie de l'interview. Jamais de ma vie. Jamais. Partie 3, interview de l'invité. Nous sommes avec Hakim Malek qui redoute l'exercice de l'interview alors qu'il en a fait 150 dans sa vie. Il a l'habitude, que ce soit avec la chaîne algérienne. J'ai tout regardé sur toi, tes interviews, tu en as fait de partout. Tu étais très bon à chaque fois, mais j'ai tout regardé. T'inquiète pas, on va te poser 2-3 questions. Hakim Malek qui a
53 ans, né le 4 avril 1972. Est-ce que je me trompe pour l'instant? Non. C'est parfait. C'est bon. T'es né à Marseille, nationalité franco-algérienne. T'as la double nationalité? Ouais. D'où la nationalité, les clubs entraînés. Vous les voyez qui s'affichent. Il est entraîné à Marseille, Consola, au Bosquinérid, club cher à Belmed Karbadji. Oui, on s'est croisés avec Hakim. Moi, j'étais en fin de parcours. Voilà, Bosquinérid, le club Mouloudia, le Ma en Algérie, il a fait un passage en Algérie, Saint-Marcel, Consola, Le Pontet, Paradou en Algérie également. Hier, Olympique Alès et le FC Martigues, il a eu Hakim Malek, quelques expériences, notamment. En tant que recruteur et adjoint à Nîmes et recruteur à Ajaccio. T'es passé par le Qatar aussi. Ouais. T'es passé encore au Qatar. Ouais. Quelle carrière riche. Et actuellement, Hakim Malek, comme je t'ai posé la question, était sans club, tu as été entraîneur du FC Martigues. Il y a eu la décision défavorable de la DNCG qui a décidé de radier le club de Martigues des compétitions nationales. Elle était un peu tendue ou tu étais dans l'attente de savoir la décision? Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur de Martigues, tu as eu des regrets d'attendre? Est-ce que tu as eu des propositions pendant ce temps-là? Non, des regrets, tu n'en as pas. J'avais pris le choix et le parti pris de rester à Martigues. On était tombé d'accord sur une prolongation qui pouvait arriver qu'après le passage à la DNCG pour des questions budgétaires. Donc, bien sûr. Verbalement, on était tombé d'accord. Voilà, il fallait repartir sur un projet. Je peux te dire, on était tombé d'accord sur un accord de 3 ans. Et si on restait en National 1, repartir pour arriver en Ligue 2. Et si on était maintenu en Ligue 2, parce qu'il y avait une possibilité, si on mettait l'argent par rapport au cas d'Ajaccio, on aurait pu être repêché, être en Ligue 2. À partir de là, briller quelque chose sur 3 ans pour peut-être arriver en Ligue 1 ou se consolider en Ligue 2. Donc toutes les offres qui sont arrivées, il n'y en a pas eu des dizaines, mais il y en a eu quelques-unes. Il y a eu qui? Non. Ah, tu me connais. Ça sert à rien de parler, c'est fini. Allez, c'est fini, mais allez, quel niveau? Non, Ligue 2. Ligue 2. Tu avais des clubs de Ligue 2 qui étaient... Ouais, Ligue 2. Très intéressé parce qu'après il fallait discuter, mais bon, moi j'ai vite fermé la porte parce que j'ai dit je reste à Martigues, l'actionnaire nous avait assuré qu'elle mettrait l'argent, donc très vite les clubs ils sont repartis, mais ce qui est normal quand tu dis je suis engagé, monsieur, il faut leur marcher ailleurs. Nous le 1er juin, on a repoussé la décision, elle a été repoussée, 30 juin repoussé à nouveau, donc les entraînements ils ont repris et tu as attendu le 15 juillet, il y a tout le monde qui était à DNCG, sauf le chèque et la propriétaire. Donc, malheureusement, ouais. Donc voilà, après c'est comme ça arrive, malheureusement, mais ça soulève aussi un problème dans le football, de tous ces fonds de pension ou ces actionnaires qui arrivent et qui sont pas de la France et qui font du bien parfois, mais qui parfois aussi peuvent s'en aller en te laissant une main devant, une main derrière. On va reparler de ce passage à Martigues. Justement, tu arrives fin janvier chez les Seniors. C'était Thierry Lauré qui était à la tête de l'équipe avant toi. Thierry Lauré, en 6 mois, c'est seulement 3 victoires, 9 points et lanterne rouge 18e du classement. Toi, quand tu arrives, tu fais 6 matchs. Sur les 6 premiers matchs, 4 victoires, donc déjà tu prends plus de points en 1 mois, j'ai calculé, c'est 1 mois et 10 jours pratiquement, tu prends plus de points en 1 mois et 10 jours que ce qu'a fait Thierry Lauré et l'équipe en 6 mois. C'est quoi la recette pour relancer une équipe en crise, Hakim Malek? Je vais dire des conneries, mais un peu de chance. Pourquoi tu dis ça? Non, mais il y a... mais attends, 4 victoires en 6 matchs et avec 3 victoires en 6 mois. En championnat, parce qu'il y a 2 victoires en Coupe de France. C'est le jour et la nuit en plus, entre... Dans le jeu, rien à voir. Le bilan à Martigues, c'est 14 matchs, 21 points. Ouais. Donc, et sur les 14, il y en a 2 où je n'officie pas parce que je perds mon père. Donc, les gens ils ont tendance à oublier, mais dans cette période-là, il y a 2 matchs où je ne suis pas sur le banc. Voilà. Je suis parti enterrer mon père, donc j'en officie 12. Donc, si tu me dis qu'en 12 matchs, j'ai pris 21 points, je trouve que c'est pas mal, c'est presque 2 points par match. C'est quoi la recette? Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives dans le groupe, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, c'est que je bouscule rien. D'abord, quand tu arrives dans un groupe comme ça, je reste persuadé que la première des choses, c'est d'épouser le vestiaire plutôt que d'aller en opposition et tout casser. Il y a des gens qui sont en place, ils ont leurs équilibres. Il y a un proverbe qui dit quand tu rajoutes une personne, tu rajoutes un problème. Donc c'est d'abord de ne pas être un problème et d'être accepté par le groupe. Bon, je pense que ça s'est bien fait à Martigues, j'ai été accepté. Et à partir de là, doucement, tu commences à redonner des certitudes à des garçons qui n'en avaient plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ça. C'est pas une histoire de confiance, c'est une histoire de dire, moi, je suis en capacité à réaliser ça. Dès que tu sais que tu es en capacité à réaliser ça, tu n'as pas de problème à le faire sur un terrain. Et le deuxième élément, c'est d'accepter de ne pas le réussir. Parce que dans un terrain, tu ne réussis pas tout. C'est la capacité à toujours réessayer ce que tu es capable de faire. Et petit à petit, tu sais qu'à un moment, ça va fonctionner. Et quand ça fonctionne, tu te rends compte que tu crées une dynamique.
Et doucement, la certitude, elle revient. Et là vient ce grand mot que tout le monde parle, la confiance. Et moi, c'est un mot que j'aime pas du tout en football. La certitude, 2, 3, 4. Après, c'est l'ensemble qui a de la certitude. Puis après, quand tu as de la certitude, tu as de la croyance. Et quand tu crois que tu peux battre n'importe qui, il y a un jour où tu bats Dunkerque, tu bats Caen, tu bats Paris FC. Voilà, tu fais des matchs que tu pensais même pas réussir. Mais à un moment, c'est la croyance en tes capacités collectives. Et aujourd'hui, quand tu arrives à instaurer ça, je pense que tu peux changer le visage d'une équipe. Et moi, c'est la vision que j'ai eue à Martigues. Et tu te rends compte que tu ne parles pas de jeu, tu ne parles pas de tactique, tu ne parles pas d'organisation. Dans le groupe, il n'y a pas de nouvelles arrivées, c'est avec les mêmes joueurs. Il y a des joueurs qui sont moins utilisés que toi, tu vas bien, très bien utiliser même derrière. Et honnêtement, le parcours, tu as vraiment failli les sauver. À la fin, je crois que c'est à l'avant-dernier match ou à domicile. C'est quoi ? Ce PFC, on fait le PFC, malheureusement, mais vraiment, le parcours, il est plus qu'honorable. Dans le jeu, rien à voir, même les intentions. On voyait vraiment le style de jeu à Hakim Malek, honnêtement. Ça... De toute façon, j'ai pris le parti pris d'essayer de me maintenir en jouant. Donc, de toute façon, je ne sais pas faire autre chose. Parce qu'on pourrait se dire on bétonne, on veut des résultats. Si on mène au score, on a besoin de points derrière, on va fermer, on fait tout ce qu'il faut. S'il faut mettre une pointe en touche, on met une pointe en touche. Il y avait de la solidité quand même. On finit meilleure défense, deuxième meilleure défense sur le terrain. C'est pour ça, il y avait du jeu. Sur la première partie, c'était catastrophique. Honnêtement, c'était catastrophique. Justement, on va parler de cette fin de saison très rapide sur Martigues. Vous avez un écart de 6 points avec le premier barragiste, c'était Ajaccio à l'époque. Vous réduisez. Quand j'arrive non, il y a 12 points. Il y a 12 points, mais tu vois, moi j'ai noté 6 points, j'ai regardé trop tard. Non, il y a 12 points. Et j'arrive le 21 janvier, il y a 12 points. Et tu réduis jusqu'à. Non, j'arrive à un moment, on est devant. T'es devant, ouais. Moi, je parle de la dernière journée, malheureusement. La dernière journée, il y a un point d'écart. Il y a un point d'écart, c'est ça. Mais t'imagines le parcours où tu donnes l'espoir, même plus que ça. Vous étiez maintenu à cette période. Est-ce que tu te dis que t'es arrivé trop tard à Martigues ? Non, je me dis que je pense que si je perds pas mon père, je pense qu'on est maintenu. Bon, sans prétention. Si je perds pas mon père, il y a 2 matchs où j'officie pas, où je suis pas là pendant 10 jours. C'est rien enlevé aux autres, mais je pense qu'on est maintenu. Bon, aujourd'hui, si mon père ne décède pas, les 10 jours où je suis pas là, quoi que tu dises, quand tu as la même mise sur un groupe, à un moment, moi je suis le mercredi, je suis en train de sortir sur le terrain, le téléphone sonne, on m'annonce que mon père décède, que Dieu est son âme comme on dit, donc je quitte le vestiaire, je vais pas sur le terrain, les joueurs apprennent que je perds mon père, 3 jours après ils sont au Red Star, l'entraîneur il est pas là, décès, quoi que tu dises, ça a un impact. C'est obligé. Ça a un impact. Tu vas au Red Star, tu perds 1-0, si tu fais match nul là, tu es maintenu, c'est terminé. Des fois ça tient à pas grand chose. Et puis le deuxième élément, c'est que tu joues les 3 premiers du championnat, les 3 dernières journées. S'ils sont répartis dans ces 14 matchs d'une manière plus homogène, la dernière journée, tu fais Guingamp, PFC, Lorient. Lorient qui a le malheur, la semaine d'avant perd à Ajaccio, donc ils jouent le titre contre toi. Ah ouais. Peut-être que s'ils ont gagné à Ajaccio, tu arrives, ils ont les cheveux en rouge et ton match est un peu moins compliqué. Malheureusement là, ils voulaient être champion à tout prix, la fête. Et c'est une des plus grosses bécanes qu'il y avait en Ligue 2, donc... sur le rapport de force, tu peux pas gagner. Et puis nous, on arrivait émoussé. C'était compliqué. Hein. Hakim, dans ta riche carrière, on en a parlé, tu as fait 2 passages en Algérie, même 3. 3. Tu es passé Mouloudia, Elma et, en 2010, et notamment au club de Paradou il y a 5 saisons. Bon, est-ce que ça peut te retenter cette expérience en Algérie ? Non, mais je retournerai. J'ai des propositions chaque année, je retournerai. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de démontrer qu'un garçon comme moi, il peut... Écoute, est-ce que tu reconnais ça? Monte un peu, j'aime bien les gestes. À la maison, écrivez-nous si vous avez... Tu sais, ça c'est exceptionnel en Algérie. Ouais. Quand tu rentres dans un stade, les chants, c'est fantastique. Les supporters, c'est exceptionnel. Vas-y. J'ai connu des grands moments. Hein. C'est l'hymne de Paradou. De Paradou. Ouais. Non, j'ai connu des grands moments quand tu rentres au 5 juillet, que le stade il est à rabord et que les supporters ils chantent. C'est autre chose. Hein. Je veux dire, je rentrais toutes les semaines avec un vélodrome rempli. Hein, et des fois 80 000, et des fois 70 000, et des fois 100 000. C'est notre atmosphère. Voilà. C'est un pays de football, l'Algérie, comme le Maroc. Il n'y a que ça. Donc, le Paradou, ça s'est fait comment? Ça faisait un moment, le Paradou, qu'il y avait des discussions, parce que ce qu'on avait fait au Mouloudia, c'était resté. On
avait fini meilleure attaque d'Afrique, nous, avec Bernard Casoni là-bas. Et donc on avait produit du jeu, et c'est un club formateur où le jeu est la primauté. Notamment, tu as eu Adem Zorgan là-bas. C'est mon petit. Ouais, Adem Zorgan. Grand joueur. Bon joueur qui joue actuellement à Royal Union en CGS. Très bon joueur. Je te dis. Tu l'as vu direct que c'était au-dessus. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est un garçon qui, s'il joue dans un très bon club, peut être un top milieu de terrain européen. Ça a tout. Quand on arrive au Paradou, les jeunes, c'est toi qui vas un peu les chercher ou c'est eux qui ont cette philosophie-là, qui te les montrent et qui te les mettent en avant? Non, l'année où j'allais au Paradou, j'ai en charge l'équipe première. J'ai jamais été trop un entraîneur de jeunes, moi. L'équipe, elle a 18,4 ans de moyenne d'âge pour jouer en Ligue 1. Wow. C'est-à-dire que tu joues avec 100% du produit de la formation. Même en PHA, tu joues pas avec un effectif aussi jeune. 100%, tu joues 100% du produit de la formation. Tout ce qu'il y a à l'académie, ça joue en équipe première. Alors des fois, tu as un renfort extérieur parce qu'à un poste, tu n'as pas le joueur qui correspond. Mais 100%, c'est ce qui vient de l'académie. Et tu fais avec ça. Mais par contre, beaucoup de plaisir parce que beaucoup de talent, gros volume de travail dans l'académie, grosse qualité. Grosse qualité. Hakim, l'émission n'est pas terminée, mais je vais te demander quelles sont tes ambitions. Aujourd'hui, on le rappelle, tu es sans club, une belle expérience au FC Martigues, même si la fin est malheureuse pour toi et le club Saint-Yor. Là, aujourd'hui, tu es sans club. Tu as envie de quoi, Hakim? D'entraîner en France, d'entraîner à l'étranger? De quoi tu as envie? J'ai envie de finir l'émission avec toi déjà. Pas mal. Là, il m'endort. Une sélection, tu prendrais? C'est pas le même job. Hein? Non, c'est pas le même job, mais ouais, une sélection de jeunes. Par exemple, tu vois, des U23 ou un truc comme ça où je pourrais avoir les jeunes le plus souvent possible. Parce que je pense que c'est faisable sur une sélection de U23 où à un moment tu dis à un club, je les garde moi, je construis une équipe, ils viennent jouer le week-end chez toi. Et moi, par contre, je travaille avec pour avoir une grosse sélection. Et ça, rapidement, sur les clubs, est-ce que tu trouves... je sais que tu es quelqu'un de modeste et de très réfléchi. Oui, moi je réponds oui. Voilà, oui, il a la question. Je sais ce qu'il va dire, c'est oui. Est-ce que tu penses que tu peux avoir une Ligue 1, une Ligue 2 aujourd'hui? Est-ce que tu en as la capacité? Parce que ce que tu penses, tu peux pas prédire l'avenir, mais sans prétention. Est-ce que j'aurai une Ligue 1 aujourd'hui? On ne proposera pas. Il n'y a aucun club de Ligue 1 qui viendra me chercher. Faut être très honnête. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des mecs en poste. Deuxièmement, parce que malheureusement ou heureusement, en France, le football fonctionne par identification. C'est-à-dire que si tu es entraîné en N2, tu es un entraîneur de N2. Si tu es entraîné en N1, tu es un entraîneur de N1. Tu es entraîné en Ligue 2, tu es un entraîneur de Ligue 2. C'est dommage, non? C'est dommage pour beaucoup d'entraîneurs, pas que pour moi, parce qu'il y a des garçons qui ont beaucoup de compétences et qui œuvrent en dessous et qui n'ont pas cette opportunité. Moi, j'ai eu la chance de ne pas lâcher. Je me suis accroché, quoi qu'on dise. Je me suis battu pour arriver là où je suis à Martigues. À Martigues, au début, personne ne voulait de moi. Je suis rentré par la petite porte, parce que les choses, il faut les dire comme elles sont. Voilà, je suis rentré parce qu'il y a eu une situation de crise et que beaucoup d'entraîneurs, soit ils ont refusé, soit alors tout le monde n'était pas d'accord. Voilà, je ne suis pas arrivé premier choix. Voilà, si les gens ils pensent à Marseille que je suis arrivé premier choix, c'est pas vrai. Voilà, je suis arrivé parce qu'à un moment, c'est très compliqué. Et moi, j'ai accepté d'aller dans le cambouis pour pouvoir démontrer que j'avais les compétences pour pouvoir entraîner en Ligue 2. Aujourd'hui, je pense que s'il y a un club de Ligue 2, je dirais pas non. Je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, dans les situations actuelles, je peux avoir une ou deux propositions. Voilà. Ou alors, il y aura sûrement un bon club de national. Après, à l'étranger, j'ai des offres en Ligue 1. Mais je n'ai pas envie de partir. J'ai envie aujourd'hui de dire qu'un garçon comme moi, qui est issu des quartiers nord de Marseille, qui a grandi, qui s'est formé, qui a 22 ans de carrière, il peut entraîner en Ligue 2. Mais je pense que je pourrais entraîner en Ligue 1 sans souci non plus. Mais on ne proposera pas de Ligue 1. C'est clair, c'est le problème du foot français aussi. Hein. Tout le monde est mis un peu dans des cases, c'est toujours les mêmes qu'on voit en train de coacher. Et malheureusement, on ne donne pas la chance aux entraîneurs qui méritent, comme Hakim, avec ce qu'il a fait en Ligue 2 sur le peu de temps, avec les moyens à disposition. Honnêtement, c'est exceptionnel et il mérite sa chance. Et j'espère qu'il l'aura. C'est tout ce qu'on te souhaite, Hakim. On ne va pas finir l'émission, mais en tout cas, merci. On te le souhaite et je pense aussi, comme Chérif, que tu en as les compétences. On va passer à la partie numéro 4. Partie 4, droit au but. Ah, là, c'est droit au but, mais droit au but en arrière. Là, c'est un retour en zone qu'on est en train de faire. On va vous poser la question. Ah, là, on va vous poser une question épineuse. Voilà, elle s'affiche en bas de votre écran. J'ai toujours rêvé de faire ça en bas de votre écran. Pas là, la classe, en bas de votre écran. Voilà, c'est bon, je l'ai fait dans ma vie. Ça, j'ai coché la case. N'hésitez pas à intervenir à la toute fin d'émission. Je suis le seul gars qui rappelle le numéro pour appeler au standard à la toute fin d'émission. Ça, c'est génial. Le 04 91 67 10 48. Donc, si vous êtes dans votre voiture, mettez-vous sur le côté, appelez-nous et intervenez dans ce débat parce qu'on pose la question. Bon, Becca, est-ce que l'OM doit lâcher la Ligue des Champions? Moi, je rigole, j'aime bien, mais je pose vraiment la question sérieusement. La C1, est-ce que l'OM doit lâcher la Ligue des Champions au profit de la Ligue 1, Becca? Non, jamais de la vie.
Non, jamais. Mais, l'exemple type, tu vois, c'est l'Atalanta. Parce que l'Atalanta, c'est pas un gros club européen, mais ils ont emmagasiné de l'expérience au fil des saisons. Et maintenant, en fait, ils tiennent la route. Alors, regarde, tu perds, bon, malgré le scénario, tout ce que vous voudriez. Mais ces équipes-là, elles ont l'habitude de ces rendez-vous-là. Le week-end après, ce week-end, ils perdent 3-0 chez eux contre Sassuolo. Mais en tout cas, ils ont répondu présent. Quand tu vois le jeu d'au but de leurs attaquants, les problèmes qui t'ont amené, tout ça, c'est très dur à jouer. Alors même si ce n'est pas un top club européen, chaque année, ils y sont et ils ont besoin d'emmagasiner cette expérience. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut pour l'OM. Donc, il ne faut pas se dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions. C'est mieux qu'on aille en Europa League. Il faut arrêter de parler comme ça et continuer à emmagasiner de l'expérience. Combien de points là il faut à peu près là? Alors regarde, je vous explique, il a affiché le calendrier et le classement. Donc les prochains matchs, réception de Newcastle, déplacement à la Royal Union Saint-Gilloise, réception également de Liverpool, BK oui, qui représente le club de Liverpool, on l'a vu à l'antenne, et des déplacements au Club Brugge, et vous allez voir le classement. Alors j'ai pas mis les 34 équipes qui participent à la Ligue des Champions parce qu'il y en a 4 qui sont en plus bas. Il faut 11 ou 12 points parce que l'année dernière, 11 points, Dynamo Zagreb a sauté à 12 points, pardon. Donc il faut à peu près 12 points. Mais cette saison, il y a beaucoup de nuls, beaucoup d'affiches qui sont équilibrées, beaucoup de résultats nuls. Donc on dit que cette saison, c'est le on, hein, moi je dis rien, c'est le on qui dit 10 points. Donc est-ce que il y a moyen de faire 7 points? Allez, 8 points, je suis généreux sur ces affiches-là, Chérif. Bon, moi je vais dire, il y a moyen de le faire. Le seul truc, c'est que pour pas avoir de regrets, il faut jouer le football qu'on a joué à un certain moment, quitte à perdre. C'est-à-dire la première mi-temps de Lens, la première mi-temps du Sporting. Il faut jouer, pas avoir peur. Vermeeren, Angel Gomez, tu fais ce que tu veux, tu joues au ballon. Les 3 derrière pour avoir peur et qu'après, de toute façon, tu passes pas, tu vas te dire, mais on n'a même pas tenté de jouer notre meilleur football qu'on a eu durant cette saison, parce que c'est comme ça qu'on l'a eu, en jouant vraiment, en étant protagoniste. On va même pas tenter de le jouer et derrière tu vas pas te qualifier. Donc au final tu es perdant dans les deux cas. Vaut mieux tenter vraiment la chance et jouer jouer comment tu as été, avec les dispositions dans lesquelles tu as été le meilleur. Et là il y aura pas de regrets. Tu passes pas. Mais au moins tu as joué. Tu auras des regrets sur les faits de jeu, les arbitrages, ce que tu veux. Mais au moins tu as tenté. Hakim, pour finir cette partie, on abandonne la Ligue des Champions au profit de la Ligue 1 pour l'OM? Non, tu peux pas le faire, c'est pas vrai. Quand je dis ça, c'est semaine importante, gros match. Non, il faut être raisonnable quand même. Tu te bagarres toute une saison pour jouer cette compétition qui est difficilement atteignable. Aujourd'hui, tu es à l'intérieur. D'abord, il faut la jouer complètement. Parce que tant que c'est pas terminé, tu peux rien dire. C'est une coupe. Donc tu peux rien dire. C'est le plus gros championnat qui existe aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. Le deuxième élément, ce que les gens oublient, c'est quand même qu'il y a une donnée économique là-dedans. Chaque match que tu joues, tu gagnes de l'argent. Et si tu passes en 16e, tu gagnes de l'argent. Si tu passes en 8e, tu gagnes de l'argent. Et en quart, tu gagnes de l'argent. Donc il y a une grosse donnée économique qui est importante pour un club comme l'Olympique de Marseille. Si tu veux un moment perdurer, tu vas en Ligue des Champions pour gagner de l'argent. Donc ces deux éléments-là font que tu peux pas l'abandonner. C'est impossible. Voilà. Bon, on va voir ce que va donner cette saison de Ligue des Champions. Il reste 4 matchs, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y en a un qui va nous donner une magnifique chronique. C'est notre ami Idrissa Hamada. Venez, on l'applaudit, les gars. Heureusement que vous ne l'avez pas eu sur le retour, il est venu, il a en chaise, il a traîné la chaise, il a glissé la chaise. Allez, Idrissa Hamada, le retour de la Mars Cup. Qu'est-ce que va nous concocter ce tournoi-là? Allez, rebonjour à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce tournoi, la Mars Cup, c'est ça.
Fondée en 2020 par une bande d'amis sous le nom de H-Cup, la Mars Cup est aujourd'hui un tournoi de foot qui compte sur Marseille. Et après 5 années passées sur les pelouses du Merlan, de Delors, de Roger Lebert et de la Martine, la Mars Cup va prendre ses quartiers sur un nouveau terrain ce samedi 15 novembre, le Palais des Sports de Marseille. Afin de fêter dignement son 5e anniversaire, les organisateurs de la Mars Cup ont mis les petits plats dans les grands. Avec au programme du football, bien sûr, puisqu'un tournoi de futsal, le Mars 5, sera l'attraction principale de la journée. Les 5 vainqueurs de la Mars Cup, le Plandau, Félix Piat, la Castellane, la Viste et la Cayolle, ainsi que 3 clubs de futsal, les Minots de Marseille, Voyons plus loin et le Marseille Futsal FC, vont croiser le fer sur le parquet à 5 contre 5 pour devenir les premiers vainqueurs du Mars 5. On sait justement que ce Mars 5 était un tournoi de football avant tout, mais il y a des animations, il y a d'autres choses de prévues. Eh oui Nordin, il n'y a pas que le football dans la vie. Si vous êtes aussi amateur de rap, des étoiles montantes de la scène marseillaise comme Thabichi, que je salue au passage, le Risky Gang, Projet B et plein d'autres vont se produire micro en main sur scène. Pour assister à cet événement, la réservation de place via l'application Shotgun est indispensable. Venez nombreux ce samedi 15 novembre pour assister à cette belle fête du football marseillais. On embrasse cette équipe de la Mars Cup dans laquelle on est, le tournoi d'été. On remercie en tout cas. Je t'embrasse à toi aussi, c'est ça? Je m'embrasse, c'est ça, je me dis, je me remercie. Et moi, je vais regarder l'émission et je dis, il est brave le présentateur. J'embrasse l'équipe de la Mars Cup. Non, mais c'est vrai, soit Lou, Hachim, Ben Salim Bona et Hardy, les 4 organisateurs, tous les bénévoles. Un très beau tournoi. Nous, on dit, on y est dans le tournoi, on se monte un peu et voilà. Ouais, c'est vrai qu'on y est, hein, les gars. Thabichi qui vient de Consola au passage, quartier qui est mais très cher, puisque j'y ai grandi. Dédicace à Fabici, dédicace au Burel, dédicace au Nereid, dédicace à Kiaki Malek. À Consola aussi, allez. Passé à Consola, oui, 8 ans. Le meilleur quartier de Marseille. Ah ouais. Je dis pas ça parce que j'en viens, bien évidemment. Pardon, Hakim. J'ai passé 8 ans quand même dans ce club. C'est pas rien. Hakim Malek, je te remercie, je vous remercie les gars d'avoir été avec nous. Hakim, je te l'ai dit, on peut faire 3 heures avec toi. On fera 3 heures aujourd'hui. C'est passé vraiment vite. Ah non, mais c'est passé trop vite. Quand tu veux, je suis là pour le moment. Je suis open. Bon, on espère que tu seras là, peut-être là, pour pas trop longtemps. Bon, on sait jamais. Non, mais sincèrement, vous m'avez régalé parce que les émissions, c'est jamais simple. Et là, c'est vraiment un vrai moment de fraîcheur. Donc, franchement, merci à vous. Plaisir partagé, un honneur de t'avoir avec nous. On finit sur ça. Allez, passez une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao tout le monde.